Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par ODIS et le collectif, etc. L'idée, c'est donc de vous présenter un peu ce qui se fait déjà, ce qui s'est déjà fait en Charente, un territoire où il se passe beaucoup de choses, mais où c'est pas forcément mis en avant. Donc, on souhaitait organiser cet événement. Donc, merci à tous d'être là. Ce webinaire est enregistré. Donc, si certains ne souhaitent pas apparaître, n'hésitez pas à couper vos caméras. Je demanderai à tout le monde aussi, bien sûr, de couper leur micro. Je vais m'occuper d'animer en fait ce webinaire. Donc, je me présente. Donc, je suis Agathe Belli, je suis présidente du collectif, etc., qui est une association qui a pour but de développer la filière de réemploi de matériaux en Charente. David Sinas d'ODIS s'occupera de gérer le chat et de couper les micros. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter des retours d'expérience, comme je viens de l'expliquer. Je vais passer rapidement pour laisser la main en fait aux intervenants. Donc le collectif, etc. On est là depuis quelques temps, plus ou moins visible. On est davantage constitué dernièrement, donc c'est pour ça qu'on a relancé ce cycle. Mais pour vous faire un petit topo très rapide de ce qui s'est passé depuis la création, donc on a créé cette association en 2019. Un petit peu complètement même pour se laisser un temps en fait pour réfléchir en fait sur cette organisation de la filière pour aider à la construction en fait de la filière de réemploi de matériaux en Charente et pour la faciliter. Entre-temps, Oui, j'ai donc relancé ma collègue ce 2019 matin. et maintenant, J'essaie de l'appeler je crois Rachida. Je l'ai relancé ce matin en lui disant par mail, qu'on a normalement, c'était vraiment un micro à urgent. couper s'il te Elle plaît, David. Super, merci. Depuis 2019, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par faire en 2020, donc dans le cadre de la crise sanitaire, on a organisé différentes réunions pour acculturer à cette thématique. On a donc reçu pas mal de monde dans des organismes un peu stratégiques type l'ADEME, la FFB, la CAPEB, des bailleurs sociaux, des maîtrises d'ouvrage publics, on va dire d'une manière générale, mais aussi des architectes, des bureaux d'études. On a organisé 5 rencontres pour expliquer la différence entre réemploi, réutilisation, recyclage, ce qui se faisait ailleurs, pourquoi c'est intéressant sur le territoire et plus largement, comment peut s'installer en fait l'économie circulaire dans le secteur du BTP en Charente. On a aussi consacré pas mal de temps à la création de formations sur le territoire, notamment via le CESI, l'école d'ingénieurs qui se trouve à La Couronne, donc pour former les Bac+5 qui sont les futurs conducteurs de travaux et chefs de chantier. Mais aussi, on a intervenu avec ODIS dans le cadre des CFA sur 3 départements pour former les formateurs. Et puis, dans le cadre d'ODIS, en fait, tout simplement avec la formation et emploi de matériel. On a ensuite, en parallèle, on s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait en parler très longtemps, mais qu'il fallait, en fin de compte, qu'il y ait un lieu structurant sur le territoire, un espèce de maillon qui permet de connecter un peu toutes les initiatives. Donc, la plateforme de réemploi de matériaux. Donc depuis même 2020, on a œuvré pour essayer de trouver des porteurs de projets pour le montage de cette première plateforme de réemploi de matériaux. On a eu différents contacts. Finalement, on a eu le CIBC, qui est une structure spécialisée en RH et insertion professionnelle qui souhaitait développer une activité dans le cadre de l'économie circulaire. Donc, on a dit banco et depuis, on travaille avec eux, on les accompagne pour le montage de cette plateforme. Est venu se rajouter à ce projet Envie, puisqu'ils ont été lauréats en fait de la partie logistique dans le cadre de la filière REP en Charente. Et donc, à trois têtes, on a créé en fin de compte une nouvelle association qui s'appelle La Bascule pour créer cette plateforme de réemploi de matériaux. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est important de se dire, c'est que en fait, sur le territoire de la Charente, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a un terreau assez fertile en fait, puisqu'il y a eu ces différentes initiatives et d'autres. On ne gère pas tout, bien sûr, au sein du collectif, mais voilà, on a essayé un peu de coordonner, de mettre en lien les différents acteurs et de montrer que c'était possible d'être facilitateur en fait de cette filière. Donc la plateforme, c'est le gros sujet en fait. On sait que ça va permettre de faciliter les choses, mais c'est pas tout. Et il ne faut pas attendre l'ouverture de cette plateforme. Et preuve en est, aujourd'hui, on vous présente des choses qui ont été faites ces dernières années en Charente, avec différents points de vue, différents projets. Je ne vous en dis pas plus.
Je voudrais juste recadrer en fait ce deuxième cycle qu'on a mis en place avec ODIS. La première date, c'était autour d'un jeu qui a été créé notamment en lien avec le CAUE de La Rochelle, qui a tout un cycle hyper intéressant sur faire avec, qui se déplace en fait sur le département 17. Hein. Et donc, on a souhaité en faire profiter en fait le collectif. Et on a fait cette première étape donc le 14 mai où c'était assez chouette. Donc, c'est un jeu de sensibilisation type, c'est un mélange entre une fresque et un jeu avec des points où on joue contre la benne en fait pour essayer de découvrir la vie secrète des matériaux et se rendre compte un peu de tout ce qui se passe autour pour voir l'intérêt aussi du fait de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Aujourd'hui, donc, on est là pour faire des retours d'expérience dans le cadre de ce webinaire et puis noter les dates aussi. On va continuer à communiquer sur LinkedIn et on va essayer de développer sur d'autres réseaux. Mais le 17 septembre, de 9h à 12h, on va mettre en place en fait des ateliers pour répondre à des problématiques bien spécifiques d'acteurs du territoire. On s'est dit, ça va permettre d'échanger un peu les questionnements et d'y répondre concrètement, en fait, d'apporter des outils pour développer cette filière. Et puis, en octobre, on en profitera pour présenter l'ouverture de la plateforme de réemploi de métal. Donc, notez bien le 17 septembre au matin. Je ne vais pas en dire plus. Je pense qu'on va attaquer directement avec Raphaël. Donc, le premier retour d'expérience, c'est point de vue maîtrise d'ouvrage. L'Ogélia, en l'occurrence, pour vous expliquer comment eux se sont organisés autour d'une opération sur Saint-Yrieix dans le cadre de maîtrise d'ouvrage publique. Oui, alors bonjour à Raphaël, tous. Oui, alors Raphaël Grésig, donc je suis chargé d'opération développement chez L'Ogélia Charente, qui est un des bailleurs sociaux bien intégrés sur le territoire de la Charente. Et donc L'Ogélia a pour ambition la réalisation d'une opération de 20 logements à Saint-Yrieix, rue des Écoles, avec donc du réemploi. Donc ce retour d'expérience, il est pour le moment, on va dire, partiel, mais ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille sur cette opération et sur la thématique du réemploi. Donc effectivement, ce qu'on envisage, enfin ce qu'on avait envisagé au départ, aujourd'hui on est amené à le modifier et on sera probablement amené à le modifier aussi en phase chantier, de manière à pouvoir, en tant que maître d'ouvrage, dégager une manière de travailler autour du réemploi, parce que nous, on est surtout, en tant que maître d'ouvrage et maître d'ouvrage public, on est surtout attendu par les bureaux de contrôle forcément, et puis par les assurances, donc qui constituent de gros enjeux pour nous. Alors, je vais vous présenter l'opération. On va dire, si tu peux changer de diapo. Et je vais articuler cette présentation autour dans un premier temps, je vais vous présenter le programme, ensuite les enjeux de l'opération, la proposition architecturale retenue pour information, la volonté d'aller chercher un label, le label bâtiment bas carbone, dont une des composantes est le réemploi. Et après, je vais vous présenter donc la démarche exploratoire en économie circulaire pour le Gélia. Vas-y, tu peux changer. Alors le programme, donc c'est 20 logements, 2 T2, 9 T3, 8 T4 et 1 T5. Et donc les spécificités de l'opération, c'est l'atteinte du niveau standard label bâtiment bas carbone et le réemploi. Alors l'équipe, elle est composée donc de l'architecte mandataire qui est le cabinet Cornet-Guillaume Renouf. Nous avons un assistant maître d'ouvrage Hydro-Invest sur la partie géothermie, et la compétence réemploi, c'est l'association Hydre qui l'a. OK. Alors les enjeux, donc de l'opération, c'est, comment dire? L'Ogélia souhaite inscrire cette opération dans une démarche environnementale vertueuse. Alors dans le cadre, d'Écologe qui est, comment dire? Une démarche projet en association avec l'ODAC 87, pour pas rentrer dans le détail, et qui porte sur les objectifs, suivants. Donc à la fois favoriser le bien vivre ensemble, préserver la richesse de la biodiversité locale, gérer les déchets en tenant compte de l'analyse de cycle de vie, utiliser des matériaux biosourcés circulaires, réutilisables et recyclables, imaginer des espaces partagés, limiter la circulation des voitures et favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. OK.
Donc, je passe rapidement sur la proposition architecturale. Donc, le projet est constitué de 2 ouvrages, un collectif de 15 logements et un collectif de 5 logements, donc avec un bardage bois, une couverture tuile. Et voilà. Donc, l'idée, c'est d'intégrer des matériaux de remploi dans ce projet architectural. L'opération, elle s'intègre dans l'atteinte du label bâtiment bas carbone. Qui valorise en fait les stratégies bas carbone. La philosophie générale, c'est d'éviter en fait l'évitement d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la vie d'un bâtiment. Donc la construction, l'exploitation à la fin de vie d'un bâtiment. Et ce label repose sur quatre piliers, donc à la fois une construction raisonnée, donc la sobriété dans la conception, matériaux bas carbone, euh, une exploitation maîtrisée lors de la mise en service de l'ouvrage ou des ouvrages, donc la réduction des besoins, l'efficacité énergétique, l'énergie bas carbone, donc notamment par la géothermie, c'est pour ça qu'on en a sur ce programme-là. Euh, un pilier, donc périmètre, s'il y a une démolition préalable éventuelle, enfin, comment dire, la fin de vie réelle du bâtiment et aussi ben, le stockage carbone dans les matériaux proposés enfin, sur le projet architectural. Et donc, le quatrième pilier qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Donc à la fois la déconstruction sélective des ouvrages, s'il y en a, le remploi de produits lors de la construction, euh, donc en l'occurrence c'est notre cas aujourd'hui, le potentiel de changement d'usage du bâtiment, l'optimisation des consommations d'énergie, d'eau, etc. Ok. Donc la démarche exploratoire en réemploi pour l'Ogélia, euh, comme je le dis, donc c'est une démarche exploratoire, donc c'est-à-dire que on sait où on veut aller, mais on ne sait pas exactement comment. Donc on a déjà intégré dans le marché de maîtrise d'œuvre une clause spécifique en fait. Euh, donc, à la fois, on demande une compétence réemploi et le bureau d'études, l'association qui est désigné pour suivre cette mission réemploi, on attend d'elle un accompagnement du maître d'ouvrage dans la définition de notre objectif. L'idée, c'est pas comment dire, d'arbitrairement demander 5, 10%, 15%, 20% de réemploi. Mais l'idée, c'est d'être accompagné dans la définition de cet objectif pour les marchés travaux. Euh, on a aussi, donc, on demande aussi la retranscription des objectifs fixés par le maître d'ouvrage en termes de réemploi. Un rôle de conseil sur le plan juridique, technique et assurantiel. Alors là, on va dire que c'est un petit peu le nerf de la guerre sur ce sujet-là, particulièrement pour un maître d'ouvrage ou pour tout acteur du réemploi. Ce qu'on attend, c'est un accompagnement sur, notamment dans les relations qu'on a avec les bureaux de contrôle, les assurances, les entreprises. Travaux qui seront désignés, hein. L'idée, c'est pas de contraindre, mais c'est d'avoir un rôle pédagogique pour les entreprises et aussi de trouver des solutions en lien avec les bureaux de contrôle et les assurances, parce que c'est possible, mais comment, ça, c'est toute la question. Ce qu'on demande aussi, c'est la définition et la délimitation de l'atteinte de cet objectif. La suivi de la tenue des objectifs en phase de travaux, forcément, et l'élaboration d'un bilan final de réussite. Qui dit démarche exploratoire dit aussi la nécessité d'avoir un retour d'expérience, mais aussi le réemploi, je pense que c'est atteindre d'une part son objectif, mais aussi de pouvoir quantifier les émissions de CO2 évitées. Parce que réemployer pour avoir un bilan carbone qui est défavorable en fin d'opération, c'est pas tellement la philosophie de la démarche. Mais aussi les critères financiers, donc les économies potentielles réalisées, et ou alors les surcoûts qu'on peut avoir donc par l'eau et les pistes d'amélioration, les frais éventuels qu'on a rencontrés. Ok. Alors, le type de livrable qu'on a attendu et qu'on a indiqué dans le CCTP, c'est en phase avant-projet définitif, d'avoir une estimation de la nature de la quantité des matériaux issus du réemploi,
ou réemployer in situ si on est sur une opération de réhabilitation, d'acquisition, d'amélioration ou démolition. D'avoir la liste indicative des filières de gisement selon un rayon d'action en fait, n'importe quoi, 50, 100 km, 150 km ou même plus loin. D'avoir un taux de valorisation de déchets de chantier atteignable, ambitieux mais réaliste, et d'identifier les freins potentiels et leviers d'action juridique, techniques et financiers pouvant découler de la démarche. Et enfin, donc une notice économie en matière d'économie circulaire. OK. Alors, pardon? J'ai tout le temps de. Oh, putain. Tu peux alors, enchaîner, Raphaël. ouais. David va s'occuper de couper le micro. OK. Donc, on a en phase avant-projet définitif, ça c'était la théorie, la pratique, c'est comment on réemploie des matériaux, comment on les remobilise sur le chantier en lien avec le bureau de contrôle et les assurances. Donc, ce qu'on a demandé, c'est une première identification sous forme de liste de matériaux issus de réemploi à mobiliser sur le chantier. Donc, on peut avoir des déports de distribution, on peut avoir des vasques, on peut avoir des plans de travail, on peut avoir des tuiles, voilà, tout un tas de matériaux et d'échanger avec le bureau de contrôle. Et nous, ce qu'on voulait, c'est on voulait selon 3 démarches différentes. On voulait à la fois identifier les équipements qui étaient, on va dire, faciles à réemployer, qui nécessitaient un avis simple du bureau de contrôle ou pas d'avis nécessaire, notamment l'équipement sanitaire pour de distribution, éléments esthétiques extérieurs, VRD, architecturaux, ou certains équipements électriques ou éléments de bois massif ponctuellement. Après ce qu'on demandait, on demandait au bureau de contrôle d'identifier les équipements qui seront plus difficiles à employer, qui nécessiteraient que le matériau soit soumis à des tests complémentaires ou à une mission qualification par un organisme indépendant pour avoir une assurance en plus. Et la troisième chose qu'on demandait, c'était les équipements qui nécessitent une appréciation technique expérimentale, une ATEX. Parce que ce qu'on veut éviter, on veut éviter de se retrouver dans ce cas de figure-là. Donc, c'est de pouvoir identifier puis éliminer les matériaux qui rentreraient dans cette catégorie. Sans tous ces éléments, le risque pour le maître d'ouvrage, c'est l'impossibilité de souscrire à une assurance dommage ouvrage. Donc on se retrouverait seul assureur et donc responsable de ses équipements. Et on va dire que c'est pas l'objectif. OK. Alors, donc on a identifié ces matériaux-là et en phase pro DCE, sur la base des quantitatifs, on va, comment dire? On va, s'orienter, on va s'appuyer sur 2 démarches différentes. La 1re démarche, c'est la mise à disposition par le maître d'ouvrage de matériaux qui, sont, alors c'est un abus de langage, qui sont faciles à employer. Alors ça peut être les portes de distribution, les équipements sanitaires, les prises électriques, cheminement de câbles. Et à côté, on demande dans chaque CCTP travaux des objectifs ambitieux mais réalistes. Par exemple, 5% dans le lot charpente couverture, 5% issus du réemploi, 10% VRD, 20%, etc. Et comme ça, à l'issue de la consultation pour cette famille de matériaux, on réalise un point avec le bureau de contrôle sur la base des propositions des entreprises et puis on voit ce qui peut être facile, un peu plus facile à remployer, ce qui demande une mission de qualification. Voilà, c'est la démarche. À côté, dans les CCTP, par exemple pour les matériaux qui sont déjà identifiés par Logelia et que Logelia veut mettre en place sur cette opération, on demande dans les CCTP que l'entreprise, elle chiffre la pose de ports de distribution, d'équipements sanitaires, mais on demande également l'équivalent en neuf, si au cas où on a un souci, par exemple lors de l'acheminement de ces matériaux-là, si on a un souci de casse ou de stockage, etc., qu'on ait au moins une solution de secours. Et donc, ce qui sous-entend que nous, Logelia, on met à disposition une plateforme de stockage temporaire pour pouvoir stocker ces matériaux le temps du chantier jusqu'à la pose. Ces 2 démarches-là, on va joindre à une note pédagogique explicative à destination des entreprises réalisées par la maîtrise
par la maîtrise d'œuvre. L'objectif, comme je disais, c'est qu'on soit vraiment dans l'explication, dans la pédagogie et pas justement juste contraindre les entreprises, mais qu'on puisse leur donner les billes pour pouvoir jouer le jeu. Et donc, en face, on demande aussi des moyens de coercition, donc des pénalités pour non-atteinte des objectifs. Si toutefois une entreprise joue pas le jeu, hein, ça serait dommage d'en arriver là. Et en phase chantier, donc le suivi de la réalisation par la maîtrise d'œuvre. OK. Donc à la notification des marchés travaux, comme je disais, on soumet à l'avis de l'assureur du bureau de contrôle les matériaux issus du remploi proposés par les entreprises. On arbitre sur les matériaux qui nécessitent une mission de qualification, pour les matériaux qui seraient concernés. Pour les matériaux où ça pose pas de problématique pour le bureau de contrôle, tant mieux. On voit jusqu'où on peut aller. L'Ogelia donc prend en charge les frais, comment dire, de transport de matériaux que l'Office souhaite absolument voir sur cette opération. Et on demande au bureau d'études ou à la compétence réemploi, donc un suivi rigoureux, des fiches de traçabilité, des stockages sur site. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir vraiment un stockage qui soit, enfin des matériaux qui soient vraiment tracés pour le coup, du stockage jusqu'à la pose. Et aussi, donc, assurer aussi la mise en fonctionnement. Si une porte ne fonctionne pas bien, comment dire, une prise ou un interrupteur fonctionne pas bien, effectivement, on va pouvoir le remplacer. Et à l'issue du chantier, donc réaliser un bilan final d'opération spécifique, à la fois le coût, l'empreinte carbone, alors ça peut être l'empreinte carbone générée, l'empreinte carbone évitée, les difficultés rencontrées et puis du coup les pistes d'amélioration pour une future opération ou même ne serait-ce que pour remonter à d'autres acteurs du réemploi. Et tout en ayant comme objectif, forcément en fin de chantier, 0 réserve et 0 avis suspendu ou défavorable. Voilà. J'espère avoir été assez clair sur Merci les Raphaël. questions. Oui, Ah, c'était très clair. le temps est parfait. Du coup, Bah, on a super. Bravo. on a au moins une question. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, est-ce que Manon, tu veux que je pose la question pour toi ou tu veux la poser en direct? Allez, c'est Je parti. peux la poser. Donc moi, ça m'intéresse la question du montage de l'opération, puisque je travaille pour la ville de Poitiers et le Grand Poitiers, donc côté maîtrise d'ouvrage aussi. Et là, si j'ai bien compris au début de la présentation, c'est que la compétence réemploi a été donnée à une association. Et du coup, voilà, quel est le montage? Parce que je vois pas très bien l'association faire partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais c'est peut-être possible. Voilà, c'était ça ma question. Oui, alors c'est possible. On a le cas sur cette opération. Et alors, Agathe, si tu peux revenir sur une des diapos au début où justement on met les objectifs dans le CCTP. Après, ouais, voilà. Donc là déjà en fait on met cette première clause dans le CCTP, donc on l'exige. Euh, Là c'était exploratoire, donc ça c'est voué à être modifié, à être aménagé. En parallèle, ce qu'on demande aussi dans le règlement de consultation, c'est un critère réemploi, économie circulaire, un critère environnemental. Alors ça peut varier, hein, 5, 10, 15%. Et on demande donc un mémoire méthodo sur le réemploi, sur les expériences, les expériences, comment dire, qu'a l'équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà, on est parti sur ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Bah, disons que le début de la réponse, oui, à savoir qu'on peut avoir une association dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc ça c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Après, oui, je serais curieuse de voir le cadre de réponse de ce mémoire, mais ça pourra faire l'objet d'échanges ultérieurs.
C'était OK, Raphaël, pour être contacté pour Ouais, bien sûr, discuter ça, hein, voilà. bien sûr. On vous fournirait les Super. coordonnées, voilà. N'hésite pas, Merci. Manon, voilà, on fera ça. Très bien. D'autres questions? N'hésitez pas aussi les intervenants à poser des questions si jamais Alors vous en avez aussi. moi j'ai une question, mais vous en doutez, hein. Raphaël, pour le coup, sur la question du réemploi, là, vous avez travaillé en fait sur cette opération-là. Tu as très bien expliqué parce qu'il y avait une démarche environnementale, un référentiel environnemental, etc. Est-ce que c'est dans le cadre d'une stratégie? Est-ce que finalement c'est un premier pas pour finalement, comment dire, un peu systématiser tout ça, notamment avec des stratégies réemploi à base de PEMD, etc., etc. Comment se passe cette opération-là, cette expérience-là par rapport aux opérations futures? Là, on est vraiment sur une démarche exploratoire, avoir un retour d'expérience, voir si c'est, compliqué à mettre en œuvre, voir s'il y a des éléments qui peuvent être plus faciles à mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, Logelia, ne fait pas que construire, mais gère aussi du patrimoine et donc on peut très bien se dire, pourquoi pas sur du patrimoine qui est existant, on peut peut-être faire un remplacement de composants. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Heu avec un bureau de contrôle et avec les assurances, pour que derrière, on soit, on va dire, on soit tranquille. Voilà. L'objectif, c'est pas de mettre un matériau issu du réemploi qui ferait l'objet d'un avis suspendu, puis derrière, un enchaînement de conséquences qu'on maîtriserait, pas forcément. Voilà, donc ça, c'est la démarche globale. Comment dire? Logelia a la volonté sur cette opération, enfin, d'avoir une opération qui est emblématique, l'atteinte d'un label et c'est vrai que le fait d'intégrer, le réemploi, enfin, en tout cas, que le réemploi ça soit intégré à l'atteinte de ce label, c'est, déjà d'autant plus intéressant pour tout le monde, pour le maître d'œuvre et puis pour Logelia. Mais ça permet aussi d'avoir, un retour d'expérience et aussi de pouvoir identifier, alors dans le cadre de ce label, juste pour expliquer rapidement, un matériau de réemploi, il vaut 0, il vaut rien du tout. À côté de ça, on a des matériaux qui sont des contributeurs positifs, donc ils viennent absorber les émissions de CO2, comme par exemple le bardage bois. Et en fait, là aujourd'hui, on se rend compte que si on demande du bois issu du réemploi, eh bien, il pèse plus lourd en CO2 que un bois qui est neuf. Donc ça permet aussi d'avoir un premier retour d'expérience et se dire, voilà une difficulté qu'on rencontre, par exemple sur le réemploi. Est-ce que un bardage bois aujourd'hui, c'est intéressant de le réemployer? Je sais pas. Voilà, ça permet vraiment de toucher à tout et d'avoir un retour d'expérience, plus large, on va dire. Peut-être que ta remarque sur le bardage bois peut amener peut-être des commentaires de personnes en maîtrise d'œuvre ou pas, peut-être, ou pas, hein, mais Moi, je peux peut-être répondre. Effectivement, plus on avance en fait dans les retours d'expérience, plus on se rend compte de certaines incohérences dans des labels ou dans des réglementations. Donc, c'est hyper important effectivement de le révéler, déjà d'une part, d'en parler, et puis de faire évoluer tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de labels qui sont en train de se mettre à jour, on va dire, par rapport à la partie réemploi de matériaux, y compris sur aussi les crédits carbone. Je sais qu'on est en train de participer là via des retours d'expérience. Alors là, je prends ma casquette maîtrise d'œuvre par rapport à une grosse opération sur Poitiers, mais on est en lien avec Coopérative Carbone et j'en profite pour donner l'info. Ils sont en train de calculer, en fait, dans le cadre du label BBCA, si je ne me trompe pas, en gros, bâtiment bas carbone, mais dans le cadre de rénovation de bâtiments, ils sont en train de calculer en fait le coût du crédit carbone, ce qui permettrait en fait aux maîtrises d'ouvrage d'avoir en fait des financements complémentaires liés aux tonnes de réemploi, de matériaux de réemploi réintégrés dans leur projet. Donc ça peut être intéressant. Aux dernières nouvelles, je donne, mais ce n'est pas du tout officiel, mais ce serait entre 100 et 200 euros la tonne. Donc après, la problématique, encore une fois, c'est le retour d'expérience qui permet de soulever d'autres choses, c'est que
l'indication en tonnage en fait des matériaux de réemploi est très réducteur finalement, parce que si on calcule tout en tonnes, on va avoir tendance en fait à chercher des matériaux qui ont du poids et qui sont pas forcément ceux qui ont un impact carbone le plus important. Donc il y a tout ça, c'est très complexe, mais c'est en train de se mettre en place, et on voit qu'il y a des leviers et des labels en fait qui sont en train de s'adapter. Mais effectivement, c'est complètement hallucinant de se dire qu'il vaut mieux prendre du bois neuf que du bois issu du réemploi, quoi. Je rejoins Raphaël là-dessus. Ok, je vois pas d'autres questions, mais je pense que ça serait pertinent de continuer avec les autres intervenants. Allons-y. Allez, c'est parti. Hop, j'y retourne. Et du coup, on passe à Marguerite. Attention, tu as ton micro qui est éteint, Marguerite Pucec. Voilà, C'est bon là? parfait. Bonjour. Alors, Marguerite Pucec, je suis architecte à Angoulême. Ça fait 2 ans que j'ai monté ma structure. Ouais, je veux bien que tu avances le diapo, Agathe, s'il te plaît, et que tu mettes ma photo. Merci. Donc, on est 3 actuellement à l'atelier et on œuvre principalement sur la rénovation et la réhabilitation d'édifices existants, principalement en habitat individuel, en marché privé et localisé en Charente. Avec une valeur patrimoniale, c'est mieux, mais voilà, on fait selon la demande. À l'atelier, on prône une architecture écologique qu'on voudrait ancrer dans un pragmatisme et dans la sobriété. Et pour nous, on est assez d'accord que l'écologie, ça passe avant tout par la réutilisation de structures et de matériaux préexistants. Et pour œuvrer dans la sobriété en architecture, on essaye à chaque fois de mettre en place le réemploi, parce qu'on part du principe qu'avant de projeter quelque chose de nouveau, il faut apprendre à réapprécier les premières ressources qui sont données par le projet. Et du coup, c'est ce que je voulais tenter d'expliquer ici, donc notre approche et nos méthodes dans un cadre de marché privé. C'est bon, tu peux passer. Ce qu'on fait à l'atelier, c'est surtout, l'étape la plus importante qu'on met en place, nous, dans notre projet, c'est le diagnostic de l'existence. C'est un diagnostic qu'on fait qui est très exhaustif. Tu peux passer la slide. Donc, on passe beaucoup de temps à comprendre le bâti, à le relever et à le relever le bâti, le patrimoine bâti et le patrimoine non bâti, donc ce que j'appelle ici l'immeuble et le meuble. On prend en compte en fait vraiment toutes les données de la maison, donc que ce soit les meubles présents, les fenêtres, les portes, les sanitaires, la plomberie en général, voilà, un peu tout ce qui pourrait être remarquable dans la maison. Tu peux passer la slide. Et donc ensuite, en fait, on recense toutes nos ressources sur nos projets. On fait en fait ce qu'on appelle des bibliothèques photos, des sortes de matériothèques, où du coup on recense par projet toutes les portes en les dessinant, tous les sols, tous les éléments remarquables. Donc ici on a par exemple la boule de l'escalier, les interrupteurs électriques assez anciens. On fait ça aussi sur les tapisseries, si elles sont en bon état, si elles apportent une qualité au bâti. Donc en fait, on fait des recensements de ressources par composant. Et ensuite, tu peux y aller. Et donc, on met au propre et on référence sur les plans. Donc, on travaille à l'échelle de la maison, hein, comme je disais. Donc, on a des puces en fait qu'on vient ajouter au plan et on fait vraiment un détail. On fait vraiment le recensement des détails exhaustifs de tout ce qu'on relève. Donc, les portes, etc., avec vraiment toutes les dimensions, etc. Et on les localise sur les plans. Et ce qu'on essaye de faire à ce moment-là, c'est d'adopter un discours avec le client pour le sensibiliser. En fait, notre but, c'est un peu de montrer au client que le remarquable dans l'espace, il existe parfois. Et parce qu'en fait, le client, en tout cas au titre privé, puisque je ne travaille pas dans le public, et dans le cadre de l'habitat, lui montrer en fait que l'espace qu'il veut modifier, il ne se fait pas forcément par du neuf,
Et ce qui est compliqué parfois, c'est lui apprendre en fait à se projeter avec l'ancien et du coup de réévaluer et de réapprécier des éléments qu'il pourrait déjà avoir dans son quotidien. C'est bon. OK. Donc on passe à la deuxième partie, en fait, qui est l'étape de démolition, que nous, on appelle dans nos CCTP dépose avec précaution plus stockage pour réutilisation. Ça, c'était un petit clin d'œil à l'intitulé qu'on mettait du coup pour nos entreprises avec lesquelles on travaille. OK. Donc là, j'ai mis quelques photos d'un chantier qu'on a à Villebois-la-Valette, en Charente, limite Périgord, où du coup, voilà, la démolition, elle passe par une dépose soigneuse de tous les équipements sanitaires et de tous les composants qu'on pourrait récupérer. Donc ici, nous, on a beaucoup de portes. C'est une maison qui fait 350 mètres carrés, donc il y avait beaucoup de portes qu'on a démontées avec les dormants, quand c'était possible. Et ensuite, c'était une maison où les clients avaient fait changer leurs fenêtres bois il y a 8 ans, je crois, par des fenêtres bois en simple vitrage. Aujourd'hui, on était sur une isolation thermique, donc on a remplacé ces fenêtres par du double vitrage, mais les fenêtres étaient vraiment nickel, donc ils les ont déposées avec soin. Et nous, on s'était dit dans un coin de notre tête qu'on pouvait les récupérer pour faire quelque chose à un autre moment, si jamais on en avait besoin. Mais en tout cas, du coup, tout ça est répertorié, mais au sein de notre agence dans des tableaux. Et là-dessus, on a essayé aussi pas d'éduquer, mais disons d'apprendre aux entreprises avec lesquelles on travaille, voilà, de déposer avec soin, de stocker. Après, on n'a pas vraiment la problématique du stockage, puisque les maisons sur lesquelles on travaille, elles ont souvent des granges, etc. Et on se met d'accord avec les clients pour les stocker avant réutilisation. Et tu peux passer. Et donc, ça nous emmène à l'étape du chantier. Où je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc là, on a un exemple, du coup, c'est à Chavenat, Villebois-la-Valette. Donc ça, c'est par exemple un exemple in situ au sein du même chantier où là, en fait, on a retravaillé toute la distribution des espaces puisque c'est une maison qui avait été pas mal modifiée au cours du siècle dernier. Et donc, toutes les portes avaient été référencées, etc., dessinées. Et donc, on les a toutes replacées. Il y a même la porte d'entrée qu'on est venu réutiliser pour en faire une porte coulissante dans la cuisine. Voilà, parce qu'en plus, c'était aussi une demande des clients pour des valeurs d'attachement à des portes d'entrée qui faisaient appel à, je sais pas, des périodes d'enfance où voilà, elles ne pouvaient plus fonctionner en tant que porte d'entrée, mais on a trouvé des solutions pour les réintégrer. Tu peux passer. Ensuite, là, c'est des exemples ex situ d'un chantier à un autre. C'était un peu pour montrer que même à l'échelle de l'habitat industriel, c'est facile à mettre en œuvre. Ici, c'est une porte qui a été déposée sur un de nos chantiers. Et en fait, il y avait d'autres clients qui voulaient une porte en bois. On avait fait un devis par un artisan avec une porte en bois pleine, neuve, moulurée, etc., qui était, voilà, c'est quand même assez cher à cette échelle de projet. Et donc, c'est un échange qui s'est fait du coup par notre biais en fait entre deux chantiers. Après, voilà, on se met d'accord. C'était pas les mêmes menuisiers, mais il y en a un qui est d'accord pour l'emmener à l'autre ou l'autre va me chercher sur le chantier, etc. Tu peux passer. Et ensuite, ça, c'est un autre exemple qui n'est pas encore réalisé, mais c'est un projet qu'on a déposé le permis de construire. C'est du coup avec toutes les fenêtres qu'on a récupérées à Chavenat. Un an après, on a eu un projet de garage. On réhabilite une maison et elle voulait aussi qu'on lui fasse un petit garage à côté. Et donc, il y a une partie serre où on a décidé de réutiliser toutes ces fenêtres qui étaient assez généreuses dans leur format. Donc voilà, c'est un petit permis qu'on a déposé et on fera le chantier plus tard. Tu peux y aller. Et ensuite, on avait les exemples aussi avec les chantiers ex situ, mais avec des achats de seconde main. Donc, par exemple, ici, avec un sol, en fait, c'est une maison qu'on a rénovée du début du siècle, du début du XXe siècle. Et il y avait un carrelage qui avait été modifié. Ils avaient mis un carrelage un peu moche, un peu récent, qui n'allait pas du tout avec le hall. On l'a enlevé et ensuite on a trouvé ce carrelage ici. Ça a redonné un peu de la valeur
à la maison. Ça a carrément redonné même de la valeur. On a l'impression que le sol a toujours été là. Et ensuite, on avait un dernier exemple avec encore un ex situ, donc avec un achat de seconde main, où là, on a été chercher du coup tous les sanitaires sur le Bon Coin. Et c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup à faire. Enfin, on encourage nos clients à le faire. Voilà. Sur l'exemple d'avant, j'ai oublié de dire, mais il y avait aussi les radiateurs en fonte qu'on avait été récupérés sur un autre chantier, sur une autre maison, où finalement ils n'avaient plus besoin de radiateurs, et donc on les a démontés. Enfin, on allait les chercher, on les a assemblés, enfin l'entreprise, et les a reposés ensuite sur cette maison. Voilà, à Chavenin, on a fait pareil avec les poêles, par exemple. Enfin, voilà, c'est des automatismes qu'on essaye de mettre en place et sur lesquels on discute avec les clients dès le début. Voilà, c'est fini pour moi. Merci. Merci beaucoup, Marguerite. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. Alors, voilà, c'est ça. David, je te laisse gérer ça. Exactement. Manon, vas-y. Merci. J'attendais la fin pour savoir si j'allais avoir ma réponse. On t'entend un peu moins bien, Manon. Je remets pas le micro, c'est pas pratique. Voilà, c'est mieux. Donc, toujours, ma question, elle concerne le stockage, parce que côté maîtrise d'ouvrage public, c'est la question qui revient tout le temps sur le tapis quand on veut faire du réemploi. Et ben, quid du stockage entre la dépose et la repose? Ça prend de la place, ça fait du volume et c'est compliqué. Là, vous parliez, voilà, exactement cet exemple de dépose de menuiserie qui ont servi un an après sur un autre chantier. Comment vous faites? En fait, vous les laissez dans la maison du site source et vous leur dites on reviendra les chercher peut-être un jour. Comment ça marche ça? Non, mais en fait, c'est un chantier qui dure 1 an et demi, parce que c'est vraiment un gros chantier. Donc, elles ont été démontées à peu près au début. Et voilà, elles vont être évacuées avant la fin du chantier, mais j'avoue que durant toute la durée du chantier, après, comme je disais, on a la chance aussi de pouvoir le faire puisque c'est une grande maison dans un corps de ferme, il y a beaucoup de hangars de stockage alentour, on s'entend bien avec les clients, voilà, c'est pour ça que mon exemple, il n'est pas ultra représentatif de ce qui peut se passer dans des cadres plus formels, entre guillemets, puisque nous, on est vraiment sur une entente. Les fenêtres, elle va les donner gratuitement à notre autre cliente, par exemple. Elle demande pas C'était de aussi ma question, ouais. Comment ça se passait au niveau valorisation? Alors, Enfin, je pense que mais là, concrètement, elle a dit, de toute façon, on n'a pas envie de les jeter, mais en même temps, on ne va pas les jeter. Donc, si tu as envie de les prendre, tu les prends, quoi. Du coup, je pense qu'avec des clients privés à l'échelle d'une maison, ils sont peut-être plus sensibles en fait à ce genre de réflexion qui est de dire bah, de toute façon, en fait, si vous trouvez pas quoi en faire, ça va partir à la benne, donc je préfère les donner, quoi. Alors que côté public, c'est un peu plus compliqué, en effet. ils ne veulent Mais pas c'est. donner. Non, c'est pas Ouais, qu'ils veulent pas donner, c'est effectivement. que c'est un peu la limite. Enfin, c'est un bien public, donc si on considère qu'il va partir à la benne et que du coup, bah, c'est un déchet qu'on valorise, ça passe à peu près. Mais si on a de trop grandes quantités, il faut le valoriser parce que sinon, c'est un petit peu distribuer de l'argent public. Là, on avait 15 fenêtres en tout. D'accord. Après, on voulait justement commencer avec cet exemple-là pour montrer qu'il y a des choses qui se font, mais dont on n'entend pas parler. Et dans le marché privé, déjà, on peut faire des choses hyper simplement, à partir du moment, bien sûr, où on a l'accord des propriétaires. Hein, c'est indéniable. Effectivement, dans le cadre de marché public, on est sur des choses plus complexes. On est dans l'obligation de mettre en place des contrats de cession, ce genre de choses. On a plusieurs moyens. On pourra y revenir un peu plus Oui, tard, enfin, peut-être dans le c'est cadre pas des autres forcément exemples. l'objet de cet échange, mais, C'est ça. c'était quand même intéressant de voir côté privé et à une plus petite échelle comment ça fonctionne. Et c'est motivant de voir que ça semble simple et c'est bienvenu, quoi. Ouais, c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'on montre que la culture du réemploi, là, ici, est en train de se diffuser un peu partout. Et notamment, ce webinaire en est un peu l'exemple. Alors là, il y a des questions. Donc, ça a vraiment suscité l'intérêt, Marguerite. Et donc, c'est Jonathan qui, le premier, voudrait poser une question.
Oui, bonjour à tous. Jonathan Larasquet, donc association Hydre, bureau d'études réemploi. Moi, la question que je me pose, en fait, c'est que quand je vois le public des formations que j'anime sur le réemploi, on voit clairement une vraie scission entre le public, entre le privé et a fortiori le privé petit projet. C'est que sur le public, comme l'a soulevé Raphaël Kresic tout à l'heure, la problématique est bien souvent assurantielle, bureau de contrôle. Par contre, le public que j'ai comme architecte qui suit nos formations, eux ne trouvent pas du tout ça simple de réussir à convaincre des maîtrises d'ouvrage sur du réemploi. Et au contraire, ils disent que c'est plus compliqué que pour le public qui commence à avoir des incitations et des obligations réglementaires avec le PEMD et autres. Voilà, le neuf, il y a la RE qui en rajoute une couche, donc il y a des incitations réglementaires pour les gros projets, pour le public, pour le neuf. Mais sur la rénovation, le public d'architectes que j'ai me dit au contraire qu'il n'arrive pas à convaincre. C'est-à-dire que le particulier, donc moi j'aurais aimé à savoir un petit peu quel est l'argumentaire que vous apportez à vos clients pour me réussir à mettre en œuvre vraiment le projet, ou est-ce que c'est parce que vous êtes spécialisé là-dedans et les gens viennent vous voir parce qu'ils ont déjà cette sensibilité d'économie circulaire et autres. Mais voilà, s'il y avait des éléments d'argumentaire pour les petites maîtrises d'ouvrage privées, je serais très preneur. Alors, je pense que déjà, oui, on a un public quand même qui est averti, puisqu'on ne fait que de la rénovation parce qu'on y croit dans la rénovation et on n'a pas envie de travailler dans le neuf, par exemple. Donc, ça fait déjà un tri, on va dire. Et ensuite, oui, je pense que les gens ont compris que quand ils viennent nous voir, on a quand même une approche écologique du projet. Enfin, même dans nos isolants, j'évite à tout prix le placo. Enfin, bref, je ne vais pas vous raconter la vie de l'agence, mais voilà. Donc, je pense qu'on est déjà sur un public averti. Et ensuite, je pars déjà toujours du postulat que les sanitaires, s'ils ne sont pas dans un mauvais état, on les récupérera. Enfin, c'est même pas quelque chose d'envisageable en fait de changer un WC parce que je sais pas, parce que finalement ils veulent un WC suspendu par exemple. C'est quelque chose où je donne mon avis clairement. Enfin, je sais pas trop, c'est difficile à expliquer, mais ensuite il y a aussi le prix. Par exemple, là, on a un projet sur la commune de Vindel en Charente où la cliente au début nous a donné des références en fait pour sa maison de campagne avec vraiment des références d'anciens mais en neuf. Donc des vieux radiateurs en fonte, mais en fait c'est des nouveaux par exemple. Et en fait c'est des prix qui sont complètement hallucinants quoi. Donc c'est vrai que nous quand on lui montre des exemples sur le Bon Coin en lui disant bah voilà lui il donne 40 radiateurs pour 2 €. Il y a juste à payer le sablage, etc. Et on va faire chiffrer pour les convaincre aussi que parfois, c'est pas moins cher, c'est pas plus cher, pardon, et qu'on aura quelque chose de vraiment convaincant au niveau de l'image. Parce que, on ne fait pas des projets avec. Bref. Je ne sais pas si c'est bien répondu, mais ça ne me paraît pas difficile de les convaincre en tout cas. Ça n'a pas été trop un souci pour le moment. Bah, de toute façon, Si je peux compléter, si je peux compléter, pour avoir une vue un peu sur une dizaine d'années par rapport à ces questions-là, les choses ont quand même énormément évolué. La preuve en est aujourd'hui, voilà, on est tous là autour de ce webinaire pour parler de ces questions-là et trouver des solutions et montrer que ça se fait en fait. Le regard sur le réemploi de matériaux a quand même vachement évolué parce qu'il y a allez, si je caricature, il y a 10 ans, en fait, on disait, bah oui, c'est pour les hippies, il faut faire des cabanes plus loin. Il y a 5 ans, c'est oui, mais c'est impossible. Il y a 4 ans, c'était oui, cool, ça va nous faire des économies. Et maintenant, on en est à se dire comment on met en place ça au niveau assurantiel. Voilà, on se fait un peu des nœuds dans le cerveau, mais qui sont justifiés, hein, surtout dans le cadre de marchés publics. Mais on a quand même un regard sur cette question-là qui est quand même vachement plus simple. Déjà, vous voyez, par exemple, là, on a fait ce webinaire, on n'a pas passé de temps à vous expliquer ce que c'était que le réemploi de matériaux et pourquoi c'était intéressant. Parce qu'il n'y a plus besoin, en fait, aujourd'hui. Donc, je dirais que les choses, quand même, évoluent dans le bon sens. Et puis, dans tous les cas,
n'a pas le choix. Hein. Je m'amuse souvent à le répéter, c'est qu'il n'y a pas le choix. Donc, on y va, allons-y tous ensemble. Et surtout, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que Marguerite expliquait, c'est que ça montre qu'il faut absolument qu'on communique, en fait, qu'on communique entre maîtrise d'œuvre, entre maîtrise d'ouvrage, parce que c'est pas toujours simple de trouver le bon chantier receveur, et du coup, il y a des choses qui tombent à l'eau pour ces raisons-là. Ouais. On va passer à Raphaël. Moi, ma petite contribution, c'est plus on a comment dire, de références, plus on a de projets, plus c'est facile finalement de diffuser. Et moi, je précise, de plus on a de projets et de projets réussis, en fait, avec des bonnes références. Et ça inspire énormément quand on a des belles références. Parce qu'on montre que finalement, c'est possible. On trouve les cercles logistiques, on trouve les personnes et les professionnels qui vont bien. Donc, ça aide énormément. Donc, d'où le webinaire qu'on fait avec les retours d'expérience qui permettent de montrer que voilà, il y a des choses qui sont possibles. Raphaël, Oui, alors moi j'avais une question surtout sur la remise en état des matériaux. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut demander à l'entreprise travaux? Je sais pas, quel type de prestation on peut demander pour pouvoir vraiment remettre en état une porte et la reposer derrière? Ça dépend de la dépose et de l'état dans lequel elle était déjà au début. Par exemple, le projet, le chantier que j'avais montré ex situ, là où c'est juste une porte qu'on a récupérée sur un chantier, on n'avait pas réussi à garder le dormant, par exemple, puisque alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais je crois que le dormant s'était arraché. Donc, le menuisier, là, il est venu refaire sur la photo de droite un dormant complet. Il a poncé la porte et je ne sais pas si je réponds bien à la question, si j'ai bien compris. Si. C'est-à-dire que c'est plus pour nous, en tant que maître d'ouvrage, et dans le cadre de marché public. Ma question, c'est plus, qu'est-ce que nous, on peut demander à une entreprise travaux? On lui fournit la porte et puis derrière, est-ce qu'on lui fournit, comment dire? On lui demande, la remise en état, la peinture, voilà. C'est plutôt ça. Qu'est-ce Oui, qu'on demande? disons qu'au début, oui, il y a beaucoup d'entreprises, ça les embête et donc j'avoue que les chiffrages, ils sont quand même assez forts sur refaire un dormant ou par exemple, c'est surtout changer le sens d'ouverture d'une porte parce que du coup, il faut refaire un petit peu de trucs à l'intérieur. Donc, il y a des menuisiers qui nous ont dit non. Hein. Et puis, il y a des menuisiers qui nous ont dit oui, qu'il n'y avait pas de problème. Enfin, on a par exemple là sur un autre chantier, on récupère toute une cuisine qui avait été faite, qui est en bois nickel, en vrai bois et pas en bois Ikea. Et ça nous embêtait de la supprimer. Il y a un menuisier qui nous a dit que c'était pas possible. On a fait une demande à un autre menuisier qui nous a dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'il a démontré, qu'il allait l'ajuster parce qu'on avait un autre plan de cuisine, qu'il allait la modifier, etc. Je pense qu'il faut aussi s'entourer des gens qui ont envie de participer, enfin d'entreprises qui ont envie de participer à ça aussi, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas envie de s'embêter, quoi, et qui vont. Ouais. Pour compléter, Raphaël, et du coup tout le monde, hein, je fais toujours cette pub, mais sur Opalis, vous avez les fiches techniques par matériau du programme FCRBE qui a été fait notamment financé par l'Union européenne. Allez-y, vous avez tout par matériau. Alors, il n'y a pas tous les matériaux, mais il y a déjà 350 pages, donc il y a déjà de quoi faire pour commencer. Et il y a pas mal d'indications sur ce qu'il y a à préconiser en fait en termes de travaux par typologie de matériaux. Eric, je vais peut-être laisser, parce que je vois le temps qui file. Oui, bonjour, Éric Laurent, donc architecte. On a une agence à Angoulême et puis et à Bordeaux. Je crois que les éléments ils ont été posés, c'est-à-dire par rapport au réemploi, on bute un petit peu sur la question effectivement du stockage, du reconditionnement aussi aujourd'hui. Alors nous, on travaille beaucoup en marché public. La question de la sensibilisation, finalement, quand on voit l'Ogélia qui est autour de la table, ça veut dire que ça a fait son chemin. Et je pense qu'on va y arriver. J'ai pas de doute là-dessus. De toute façon, le pli est pris. Mais il y a vraiment cette question du stockage, d'organiser la récupération, le reconditionnement, la redistribution, les plateformes de communication aussi, d'échange, de manière à savoir où sont les portes, où sont les radiateurs, dans quel état elles sont, combien on peut en récupérer, où et à quel prix. Et même si ça reste encore embryonnaire, je voudrais croire que demain en Charente,
ou ailleurs, ça pourra progresser. Donc, vivement demain, quoi. Merci. C'est cool. C'est cool. Merci Oui, beaucoup. effectivement. La plateforme devrait justement répondre à cette problématique de stockage et de reconditionnement. Et puis, pour ce qui est plateforme numérique de mise en lien, on essaie de travailler avec David pour trouver une solution, pour mutualiser à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On en discute. Alors, faut On a, que le on- temps se fasse, mais on- on- on sait que ça peut être un outil très pertinent. Ouais. on a une solution très, très, très artisanale en attendant. Donc, le cas échéant, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos gisements. Et on a une solution de mise à disposition très artisanale avec un drive pour l'instant. Mais voilà, c'est mieux que rien et ça fonctionne à peu près. En fait, plus on va pouvoir alimenter les volumes d'éléments récupérés, plus il va y avoir un modèle qui va pouvoir se mettre en place, se développer, se structurer. Aujourd'hui, Tout à l'exemple fait. qui nous a été montré, il est caractéristique, c'est-à-dire que c'est Marguerite qui s'occupe de tout. Globalement, c'est presque elle va finir par stocker les portes chez elle, quoi, en attendant. Je crois pas. Ça va pas être assez grand, je pense. Je caricature à peine. Moi, j'en souviens quand on avait refait la salle de spectacle à Ruffec il y a 25 ans, j'avais stocké chez moi pendant plus de 20 ans les sièges qu'on avait démontés. Des vieux sièges en Sky des années 70 qui étaient rigolos comme tout, que j'ai refilé à des copains, mais ça a fini chez moi. Voilà. On commence à avoir des questions, mais je me demande On va peut-être ouais, continuer, non? Parce qu'il y et aura peut-être des réponses dans les prochains et il nous reste 2 retours d'expérience c'est et on ça, est en exactement. avance. Ça roule. Par contre, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous voulez. Voilà. Hop. Allez, on passe à l'atelier Nera Michelet avec Frédéric Nera qui va nous faire un retour d'expérience en marché public, justement. Bonjour, bonjour à tous. Donc oui, Frédéric Nera, donc atelier Nera Michelet. Donc architecte à Angoulême, agence Angoumazine, on est 5. Et en complément de l'intervention effectivement de Marguerite, nous on a plutôt tendance à travailler presque exclusivement sur des marchés publics, donc collectivités locales, territoriales, bailleurs sociaux. Ok, Agathe. Donc là, ce qu'on voulait nous présenter, donc c'est un projet pour la mairie d'Angoulême, en fait, voilà, avec un volet donc exclusivement marché public, hein, donc avec un volet réemploi. Ok. Donc on va simplement exposer la façon dont on voit de façon très synthétique les enjeux du réemploi, parler du contexte en fait du projet, notre diagramme emploi, l'intégration de la conception, le chantier et le retour en fait sur cette expérience et sur une vision un petit peu plus large en fait par rapport au territoire. Ok. Donc réemploi sur site. Donc pour nous, le réemploi, encore une fois, pour être assez rapide par rapport au temps qu'on a, en fait, nous, ces 3 enjeux, c'est toujours une question de ressources, une question de stockage et exitoire, ressources ou gisement, en fait, hein, voilà. Et donc, qui est à chaque fois à géométrie variable, hein, parce que le gisement, effectivement, ça peut être simplement un élément sur un projet, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Je prends exemple Logélia, dont le gisement peut être considéré sur l'ensemble de son patrimoine, en fait, avec des choses qui sont à envisager à cette échelle-là. Donc, c'est quelque chose de très, très variable. La question du stockage, évidemment, qui est, enfin, ça a déjà été exprimé, mais qui est un des enjeux sur les 3 qui est vraiment particulièrement important, avec des possibilités pareilles à géométrie variable sur site, extra-site, sur plateforme, voilà, des endroits qui peuvent être mis à disposition de façon collective ou par exemple, je reprends encore une fois l'exemple de Logélia, pour son propre intérêt, hein, donc un stockage mutualisé, mais sur son propre intérêt à lui. Et puis, il y a évidemment la question de l'exitoire, la capacité qu'on a, en fait, pareil, sur différentes échelles, en fait, de réemployer ces éléments qui ont été trouvés et stockés. OK. Donc, avec ça, la question de l'ex situ in situ. Donc, nous, notre objectif sur ce projet, qui a maintenant 4 ans, c'était d'amener avec nous d'abord un maître d'ouvrage public, et puis après, tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire nos bureaux d'études, un bureau de contrôle, et puis en finalité, évidemment, les entreprises. Donc là, l'idée, c'était de faire sur ces enjeux la chose la plus simple possible, et donc d'avoir un projet ressources stockage exutoire complètement in situ, en fait, hein, pour, voilà, encore une fois, démarrer cette démarche-là avec quelque chose qui soit simple,
et qu'on puisse faire, comme le disait David, une référence. Il est évident pour nous qu'il vaut mieux avoir une bonne petite référence simple voilà, que contre-référencer et donner des mauvaises indications sur quelque chose de trop complexe et qui finit par être un échec à la fin. Donc nous, on a souhaité sur ce projet-là, en marché public, commencer par quelque chose de simple. Et donc, on a bien ressources, stockage, exutoire sur site. Donc le contexte, donc tu peux avancer. Le contexte, donc on est donc sur Angoulême. Donc là, le site, c'est ZI3 en fait. Hein, c'est pas loin de l'écopole du Grand Angoulême, qui est légèrement sur la gauche, et c'est pas loin des jardins de Fresneuil aussi. Donc, on avait quand même, pour nous faciliter les choses, un site sur lequel il y avait 2 bâtiments. Un bâtiment de bureau existant, un bâtiment plutôt type industriel de stockage véhicules et matériel. Et comme vous le voyez, un terrain assez grand. Donc, voilà, on a pu envisager en fait notre petite ressourcerie locale en fait avec ces opportunités de stockage extérieur ou intérieur. Donc le projet, pour faire simple, c'est donc accueillir le service voirie, signalisation, éclairage public de la mairie d'Angoulême, donc avec une partie de bâtiments tertiaires, celle que vous voyez à gauche de la planche, et une partie plus dédiée technique avec stockage pareil de matériel et de véhicules. Donc ça, c'est l'image qui est plutôt côté droit. Donc, c'est un projet, globalement, pour le situer un peu financièrement, qui est un peu au-delà des 1 million d'euros. Voilà, et qu'on a donc conçu en 2018 et qu'on a livré fin 2019. Le diagramme emploi, donc on a plusieurs, voilà, pour la présentation, on a souhaité mettre en valeur et en avant donc les quelques éléments ou typologies d'éléments qu'on a souhaité réemployer. Alors, ce qui était important aussi, et c'est pareil, hein, c'est un peu en complément de la présentation de Marguerite, là, vous le voyez, on est vraiment sur du patrimoine complètement banal, en fait. Mais c'était important aussi pour nous de dire que c'était aussi possible, parce que c'est vrai que naturellement, pour des gens non avertis, leur emploi est un petit peu naturel et culturel, en fait, dans les bâtiments et dans les projets patrimoniaux. Puisqu'on a une valeur en fait de la ressource, hein, déjà, qui est évidente pour tout le monde. Et c'est vrai que sur ce patrimoine-là, vous l'avez vu, hein, on est vraiment sur des choses tout à fait banales, même si c'est du préfort. Voilà. Donc nous, c'était important aussi de démontrer aussi qu'on avait la possibilité d'envisager du remploi sur ce type de patrimoine. Agathe. Donc la première chose, c'était les vitrages. Donc là, un des intérêts, c'est qu'on avait, en fait, vous voyez sur ces bâtiments préfa, une somme assez importante en fait de vitrages de même taille. Donc, qui était donc du double vitrage. Donc là, on trouvait ça assez intéressant. Alors, c'est des menuiseries en PVC. Donc là, évidemment, l'objet n'était pas de reprendre la menuiserie dans son intégralité, mais plutôt de réinterroger en fait le positionnement après désossement en fait du vitrage. Donc, on avait ce premier point. Regarde. Donc ensuite, on avait les faux plafonds qui, naturellement, peuvent être réemployés, hein, puisque c'est évidemment des plafonds démontables. Donc c'est vrai que des fois, on oublie un petit peu ces capacités des faux plafonds. Donc là, c'est pareil, on a fait un diagnostic là-dessus. Donc vous voyez, avec différentes couches, on le voit sur l'image de droite, en fait, on a une première série de plafonds et une deuxième série de plafonds. Et la deuxième série était assez récente, en fait. Donc là, on a diagnostiqué les volumes de plafonds qui étaient réemployables. Okay. Ensuite, sur le même principe, mais là, sur des parois verticales, donc les cloisons modulaires, hein, c'est pareil, qui sont en théorie conçues pour être potentiellement remployées, ce qu'on observe très peu. Hein, souvent, ce n'est pas les cloisons qui sont valorisées, donc on les met à la déchetterie et puis on ne se préoccupe pas de les remployer. Donc là, nous, on a, c'est pareil, diagnostiqué les volumes de réemploi possibles. Et on avait des escaliers extérieurs en métal, donc qui ne répondaient pas obligatoirement à nos besoins, nous, d'accès aux étages, mais en tout cas, on s'est dit que c'était intéressant peut-être d'envisager de les redécouper et de les repositionner en fait sur le projet dans son intégralité. Et enfin, on avait la question de la climatisation. Alors le projet, bon, je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a pas mal de stratégies bioclimatiques, en fait, justement, pour lutter un petit peu contre les contraintes qu'on connaît pour les questions de confort d'été. Donc pour nous, il paraissait à peu près évident de se passer de la climatisation, ce qui n'était pas le cas de notre maîtrise d'ouvrage, hein, qui était assez inquiète, en fait, voilà, sur les périodes après de chaleur qui arrivent, etc. Donc là, le compromis qui a été proposé, c'est de se dire qu'on récupérait un maximum les groupes de clim
et qu'on les faisait marcher le temps qu'ils pouvaient marcher encore, hein, puisqu'on avait là-dessus, et je vais revenir après dessus, qu'un diagnostic visuel en fait, qui avait été en fait demandé à un prestataire par la maîtrise d'ouvrage en amont. On n'avait rien d'autre en fait. Et là, on s'est dit, écoutez, on va les remettre en place. Ils marcheront tant qu'ils marcheront. On espère qu'ils vont marcher 3, 4, 5 ans et que nos stratégies bioclimatiques, parce qu'il y avait pas mal de végétalisation qui était envisagée là-dedans, puissent être arrivées effectivement à quelque chose d'un peu mature et que globalement, on espérait qu'une fois que tout ça était en place, eh bien, on ne remettrait pas en fait en route de nouveaux groupes de clim. Donc là, il y a eu une espèce de compromis qui est à la fois sur des questions liées au confort d'été, mais également sur la question du remploi. Donc, dans la conception, donc on a, là, j'ai simplement, je vais vous montrer simplement une planche qui a servi donc à communiquer aux entreprises. Agathe, si tu veux. Donc voilà, donc là, on a des éléments, donc on a le plan rez-de-chaussée, plan étage de l'état actuel, et on a donc fait des repérages en fait des zones de faux plafonds qui étaient réemployables et à stocker. On a également au niveau des cloisons, les cloisons qui étaient à conserver, celles qui étaient à réemployer, donc les cloisons modulaires, mais on n'avait pas que ça, donc on avait des cloisons qui étaient à démolir. Et donc on a fait un repérage également des typologies de vitrage, parce qu'on en a en fait deux, on en a une grande et une petite, telle manière à ce qu'on puisse, voilà, ça puisse être déposé et stocké en fait avec soin. Donc, voilà, donc des éléments graphiques de communication qui permettent de mobiliser les entreprises sur ces questions-là. Donc après, il y a eu la vie de chantier, évidemment. Donc la vie de chantier, Agathe, s'il te plaît. Donc là, je vais reprendre en fait les différents éléments qu'on a vus donc, dans notre diag. Donc les vitrages, là, ça a été assez simple, en fait, évidemment, à désosser et à stocker. Hein, c'est des éléments qui sont assez simples à stocker. Et donc là, ce qui a été proposé, en fait, c'est le remploi, donc avec un détournement un peu direct, mais sur les cloisons vitrées en bois. Donc là, on a réadapté, en fait, on a complètement conçu ces cloisons. Vous voyez, on voit là sur le... On a deux portes, et puis après, sur la gauche, donc vous voyez 2 fois 3 éléments. Et ces 2 fois 3 éléments vont recevoir en fait les vitrages qui sont issus des fenêtres qu'on voit juste à côté, là, qui ont été remplacés. Donc là, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, assez simple à stocker. Donc là, ça a été entre guillemets une réussite sur cet objectif-là. Les faux plafonds. Alors là, un peu plus complexe, parce que du coup, là, on voit en fait un des aléas en fait de la question du stockage. Parce que même si on avait là, les opportunités sur le chantier, donc l'intérêt, c'est que ça limitait énormément le déplacement, puisque là, on avait 80 mètres à faire. Donc là, c'était plutôt favorable. On avait un bâtiment donc, qui nous permettait de mettre ces éléments à l'abri, donc c'était aussi favorable. Et puis, malheureusement, on a une partie qui a été bien stockée, on le voit un peu sur le fond là, de ce stockage, et une partie qui a été moins bien stockée. Donc là, on est en fin de stockage juste avant réemploi, hein, parce que c'était pas dans cet état quand ça a été posé. Mais en tout cas, voilà, on a l'entreprise, enfin, on a trop stocké et du coup, vous voyez, voilà, ça finit par tomber, ça finit. Et puis après, si vous voulez, sur cette question des faux plafonds, évidemment que le premier réflexe de l'entreprise, qui est un réflexe qu'on rencontre assez en réemploi, a été de nous dire au départ du chantier, lors du mois de préparation, mais vous embêtez pas, nous on a regardé, on va vous mettre des plafonds neufs pour le même prix, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, enfin voilà, avec un objet de presque de nous faire un cadeau. Donc là, ben, voilà, ce genre de chantier sert justement à mobiliser et expliquer en fait l'intérêt qu'il y a, et que l'intérêt n'est pas que financier, mais il est multiple. Et voilà, donc là, on avait une entreprise qui n'était pas non plus super mobilisée, était très très attentive. Mais on a pu quand même malgré tout, voilà, là on a un prototype remis en place là, donc pour validation maîtrise d'ouvrage. Donc on a 3 éléments qui ont été mis et on a redéveloppé. Alors malheureusement, évidemment, pas du tout dans les volumes qu'on souhaitait, mais il y a quelques plafonds malgré tout qui ont pu être réemployés. Les cloisons modulaires, eh ben, même cause, mêmes effets. Hein, en fait, donc une autre entreprise, donc stockage à la verticale. Donc ben, au bout d'un moment, ben, les remplissages que vous voyez donc sur le côté gauche ont fini par s'affaisser. Alors tout ce qui était structure, là par contre ça a évidemment bien vécu dans le temps dans le stockage. Et là on a une entreprise qui a été partie prenante en fait du réemploi et qui a pris l'initiative en fait de nous faire une proposition et de dire globalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir. Vous voyez, vous avez les caches qui sont d'origine en fait sur ce projet. Les structures qui étaient verticales et donc on en avait un petit peu trop. Et donc ce qu'ils ont proposé en fait, c'est de redécouper les remplissages, donc d'enlever les 30-40 cm en fait qui étaient endommagés
et de donc, vous voyez, se resservir en fait des structures qui étaient prévues verticales pour les mettre horizontales et dans les alignements des impostes en fait. Et donc les impostes que vous voyez les remplissages sont le découpage de plaques entières en fait, ce qui fait qu'on a malgré tout pu, grâce à une astuce entreprise, on a pu l'employer à la hauteur de ce qu'on souhaitait en fait sur cet élément-là. Et en fait, les groupes de clim, donc là, ça a été, donc là, on a pu aller au bout. Hein, on a eu quand même pas mal de freins, des services techniques, etc. Voilà, mais on a pu aller au bout de la mise en place. Et là, on a eu un écueil qui n'était pas un écueil de chantier, mais qui est un écueil post-livraison, en fait, on a dû réemployer, je pense, 3 ou 4 groupes. Et donc, certains sont tombés en panne électronique très, très rapidement. Et le souci, c'est qu'on a remplacé, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je vais faire simple, mais on a remplacé une première carte mère qui, une fois qu'elle était effective, nous indiquait qu'il y avait une panne un petit peu plus loin dans le système, donc il a fallu en remplacer une deuxième. Donc là, ça a été assez laborieux en fait sur la prise, en fait, l'appropriation en fait de ce réemploi, avec des vraies difficultés, et on a dû remplacer un groupe sur 2. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du vécu pour la maîtrise d'ouvrage, là, ça a été bon, ça n'a pas été le plus simple en fait. Hein. Et donc là, l'analyse qu'on en a en fait, c'est la question du diagnostic en fait, qui est là un vrai sujet sur cet élément technique, mais sur d'autres éléments techniques de chauffage, etc. Et effectivement, qui dépasse un petit peu la maîtrise d'œuvre, parce qu'il faudrait pratiquement faire des essais en place. Donc, ça serait pratiquement avant démolition de tester les groupes avant qu'ils soient démolis. Donc, ça veut dire mobiliser l'entreprise parce que la maîtrise d'œuvre, même si elle est entourée de bureaux d'études spécialisés, n'a pas les capacités de le faire. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment c'est une petite attention en amont quand on a ce type d'éléments techniques. Et donc, les retours sur ces sujets, donc pour nous et pour la maîtrise d'ouvrage, donc c'est assez, voilà, c'est une expérience qui est très positive, parce que même si on n'a pas été au bout, comme vous l'avez vu, de l'ensemble de ce qu'on souhaitait, mais ça a permis premièrement quand même de démontrer que c'était possible. Ça a permis de mobiliser tous les acteurs en fait autour de ce projet, encore une fois les bureaux de contrôle hein, avec leurs propres contraintes, et aussi les entreprises, hein, en fait, voilà, dire que c'était possible et que c'était envisageable. Alors il y a une chose qu'on n'a pas montré, c'est les escaliers. Parce que les escaliers, en fait, ce qui est arrivé, c'est que l'entreprise a récupéré les escaliers pour les modifier. Et puis en fin de chantier, puisqu'on livrait les escaliers, en fait, c'était sur des différences de niveau d'à peu près 1 mètre. Donc, et en fait, l'entreprise est arrivée avec des escaliers neufs hein, au dernier moment, sans prévenir personne, en disant, ben, voilà, on n'y est pas arrivé, etc. Bon, voilà. Donc ça fait partie des éléments qui étaient assez négatifs. Mais quoi qu'il en soit, ça nous a permis voilà, de montrer que c'était possible. Et ça nous a permis aussi de voir un peu où étaient les écueils, en fait, et ce en quoi il fallait qu'on soit beaucoup plus vigilant. Donc, c'est des questions de stockage, c'est des questions de diagnostic en amont, notamment pour les éléments techniques. Et c'est aussi les questions de transport, en fait, voilà, l'entreprise qui s'approprie l'élément à réemployer et puis qui, au dernier moment, comme par hasard, arrive avec un élément neuf. Donc, voilà, donc ça reste une expérience, en tout cas, positive. Et encore une fois, qu'on a voulu assez simple, hein, en fait, avec les fameux 3 éléments in situ. Et pour faire très simple, je ne sais pas trop comment on est en temps, mais je vais faire très, très rapide pour conclure. Et donc, après nous, notre retour en fait, du vécu de l'agence par rapport au réemploi en Charente, aujourd'hui, bon, nous, on a du mal en fait, à sortir de ce schéma-là en, fait, en marché public. C'est-à-dire que dès qu'on commence à délocaliser une des 3 strates, en fait, ben, ça devient beaucoup plus difficile. Et pourtant, on a essayé sur nos propres chantiers, en fait, sur des chantiers à marché public, notamment récupérer des radiateurs fonte sur un projet de logement pour un bailleur social, pour les remployer sur un projet en marché public pour des bureaux. Et ça a été très compliqué parce qu'il a fallu mobiliser une entreprise pour transporter donc du premier chantier vers le deuxième chantier. L'entreprise est arrivée au deuxième chantier, la personne qui avait validé d'accueillir et de stocker parce qu'elle avait les possibilités de stocker n'était pas là. Donc la personne qui a réceptionné n'était pas au courant, donc elle a demandé à l'entreprise de repartir avec les radiateurs en fonte qui pesaient, énormément. Donc, il y a eu un stockage chez l'entreprise et puis l'entreprise a dit, bah, écoutez, c'est très simple, maintenant, moi, soit ça reste chez moi, soit je vous fais payer parce qu'on ne veut pas faire un double transport, le premier étant déjà gracieux. Donc, voilà. Donc là, elle n'a pas pu aboutir. Donc, voyez, quand on sort de ces 3 strates in situ, ben, même sur ces choses qui est, comment dire, la strate au-dessus, c'est-à-dire sur des chantiers gérés par les mêmes maîtrises d'œuvre, c'est compliqué.
Et quand on va encore un peu plus loin, c'est-à-dire que nous, on a des besoins, on aurait des appels d'air sur des exutoires pour des pierres de taille, pour du bois sur du bardage, etc. Et bien aujourd'hui, on a du mal à le trouver. Quand on ne les a pas sur nos propres chantiers, c'est assez difficile en fait d'avoir une vision sur le territoire. Alors on mobilise quelques archis dont on connaît les réhabilitations par exemple, mais voilà, c'est souvent pas au bon moment, c'est souvent pas les beaux volumes, ou les éléments n'ont pas été stockés comme il faut pour qu'on puisse nous les récupérer. Donc on attend, nous, la plateforme pour conclure, Agathe, avec beaucoup d'impatience. Super, merci Fred. Très bien, niveau timing, je pense que c'est très riche. Je vais juste très rapidement donner peut-être quelque chose qu'on est en train de tester pour les équipements techniques. Effectivement, il faut absolument prévoir des tests en amont de la dépose. On a testé, donc on a eu les réponses, mais le chantier n'est pas encore passé. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 2 lots de dépose soignés en fait en amont, parce qu'il y avait d'abord une déconstruction, toujours sur le chantier de la caserne à Poitiers. On a fait un lot de dépose soignés des ouvrages architecturaux et un lot, il y a Brice qui apparaît à ce moment-là, et un lot de dépose soignés pour les équipements techniques, qui demandaient du coup des qualifications spécifiques pour permettre de faire ces tests en amont et assurer la traçabilité pour la remise en œuvre. Parce que ça, c'est un vrai frein pour la maîtrise d'ouvrage, ce qui est logique en fait. C'est-à-dire qu'après, nous, on mobilise la maîtrise d'ouvrage et donc avec les chargés d'opération, direction et élus qui ne sont pas obligatoirement naturellement partie prenante, mais qui comprennent les intérêts. Et c'est vrai que derrière, quand il y a un vécu difficile sur les temps de GPA, c'est pas simple. Voilà, après, c'est vrai que c'est pas simple. C'est le plus complexe. À mon avis, les équipements techniques, c'est le plus complexe. Là, il y a des choses simples, comme des interrupteurs, les BAES, ça, on y arrive. Mais tout ce qui est équipement technique un peu plus complexe, forcément, on est sur des produits. Donc, même en termes de requalification, voilà, il faut quasiment faire appel à un prestataire extérieur pour requalifier. Enfin, bon, c'est pas le sujet, mais... Et sachant que nous, on l'avait envisagé, encore une fois, c'était le compromis avec une porte de sortie qui était de dire que les stratégies bioclimatiques prendraient le relais et que quelque part, pour la collectivité, ce n'était pas si simple. Mais malheureusement, il y a des groupes qu'on lâchait en amont, donc il a fallu réinvestir. Et là, c'est vrai que c'est un peu un écueil. On a des questions, mais on est en train de prendre un peu de retard. Peut-être qu'on ne va pas prendre tout le monde, mais est-ce que Agathe, peut-être que Raphaël voulait réagir par rapport à ce qui s'était dit avant? Peut-être, c'était ça. Peut-être que tu voulais rebondir. Ouais, alors rapidement, très rapidement. En fait, je mets juste ma casquette de maître d'ouvrage. Il y avait un bureau de contrôle qui était désigné sur cette opération? Oui. Il y avait un bureau de contrôle. Ouais. Mais c'est un bureau de contrôle qui est assez mobilisé sur ces questions-là. Voilà, d'accord. Et donc, du coup, le sujet du remploi in situ, ça ne lui posait pas de problème particulier Non. D'accord. Après, on avait des éléments, enfin, même par rapport à votre présentation, c'est des éléments qui ne sont pas d'une complexité, il n'y a pas d'enjeux structuraux, il n'y a pas d'enjeux. Voilà, les faux plafonds, les cloisons, c'était aussi. Nous, on avait, envisagé ces éléments parce qu'ils posent moins de questions que des éléments. Je prends l'exemple des vitrages. Employer des vitrages extérieurs en intérieur, c'est beaucoup plus simple parce que les caractéristiques attendues sont au niveau thermique notamment, sont beaucoup plus simples. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de tracer en fait les vitrages pour dire ils sont encore aux normes d'aujourd'hui. Bon, voilà, donc là, on avait des doubles vitrages côté intérieur. Donc là, c'était, voilà, on avait ici une simplicité. Donc, le bureau de contrôle a été mobilisé sur le concept en fait, du réemploi. Maintenant, il n'a pas eu, entre guillemets, d'éléments trop complexes non plus à gérer, quoi. Alors, parce que nous, c'est ce qu'on observe, en fait. On voit plusieurs bureaux de contrôle, et puis je suppose que vous aussi. Et effectivement, la question du remploi, elle diffère vraiment d'un bureau de contrôle à un autre. Très clairement. Frédéric, tu peux le nommer, ton bureau de contrôle, sur cette opération? Bah, pourquoi pas, Socotec. Non, voilà, après. Localement, ça peut avoir un intérêt de voir les gens, d'aller chercher les gens mobilisés. Voilà, après, nous, voilà, c'est simplement, en tout cas, quoi qu'il en soit, avec, après, sans mettre de côté les autres, mais quoi qu'il en soit, enfin, en tout cas, avec Socotec, ça a été simple sur ce dossier-là. Et c'est vrai qu'on a des échanges, nous, parce que le remploi, le bureau de contrôle est derrière l'assurance, parce que derrière un bureau de contrôle, il y a toujours une assurance, enfin, à la fin. Et c'est vrai que Socotec est assez, disponible intellectuellement, en fait, sur les questions du remploi. Peut-être.
Ouais, Ouais, vas-y. je voudrais juste laisser 30 secondes à Adrien parce qu'il fait C'est partie du ça, collectif, c'est etc. ça. Et à ce moment-là, il travaillait sur ce même projet. Et oui. Oui, merci Agathe. Oui, oui, je voulais juste apporter deux éléments. Déjà, la première, c'est qu'effectivement, sur ce projet-là, vous l'avez dit justement, hein, les équipements de CVC et d'ELEC sont jamais simples à réemployer. Et là, on est en 2018. Donc, je vous laisse refaire un retour sur l'état du réemploi et des pratiques en 2018. Donc, on était vraiment sur quelque chose d'expérimental où la démarche était effectivement largement, on pouvait l'améliorer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de test, etc., est beaucoup plus ancrée. Et je rajouterais, pour intervenir sur des sujets de réemploi d'équipements techniques, que la particularité pour le CVC et l'ELEC, c'est que les fabricants rentrent dans la boucle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend un exemple très concret, hein, Schneider Electric, qui est une entreprise locale. Aujourd'hui, ils ont carrément intégré, ce n'était pas le cas à l'époque, mais on va dire un pôle économie circulaire et réemploi. Et aujourd'hui, quand une entreprise démonte des disjoncteurs, par exemple, il les envoie à Schneider Electric. Schneider Electric les remet en conditionnement et eux les garantissent. Et c'est le fabricant qui finit par garantir. Donc sur les équipements techniques, aujourd'hui, on sait que les fabricants vont avoir un rôle clé, puisque les entreprises qui posent ne sont pas toujours sûres d'être là dans 20 ans, alors que les fabricants, eux, connaissent les produits sur le bout des doigts. Voilà. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va enchaîner Et avec Mathilde a Thierry mis Dutrey. une ressource si ça vous intéresse aussi. Dopalis. Super. Merci. Allez, à vous Estelle et Héloïse. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, je suis Estelle Béméry. Je suis l'une des co-gérantes de l'atelier du trait. Et j'accompagne Héloïse, qui travaille avec nous. Donc, nous répond essentiellement à la commande publique. Et on travaille dans le bâti ancien depuis toujours, depuis 2001, quand l'agence a été créée par Louis Albagnac et Guillaume Trocmé. Je suis arrivée un petit peu après. Donc, on travaille depuis toujours dans la rénovation, les restructurations, la réhabilitation sur le bâti ancien. Et donc, dans ce cadre, en fait, on a toujours réalisé des diagnostics des existants, avec cette recherche effectivement de réutiliser les qualités intrinsèques des bâtiments, de révéler, d'exploiter, de valoriser les matières, les matériaux, les qualités des bâtiments. Donc ça a commencé tout doucement par des radiateurs en fonte qu'on venait dénipeler, renipeler, nettoyer, repeindre, quelques mobiliers sanitaires, quelques portes. Donc ça, c'était surtout sur le privé. Et puis après, donc tu peux passer à la photo suivante, Agathe. Donc après, on aurait pu commencer plus tôt. Donc voilà, donc ça c'est une petite slide sur le réemploi. Donc on peut passer à la photo suivante. Donc ça c'est donc un projet à Chefboutonne pour la mairie de Chefboutonne qu'on a refaite, où là en fait on avait travaillé donc on avait fait un diagnostic sur l'existant, on avait repéré des portes qui répondaient pas forcément aux besoins acoustiques et de sécurité, mais qui avaient quand même un intérêt d'être de qualité. Donc, on s'en est servi pour habiller de l'acoustique en plafond, habiller des placards, en faire des portes de placards. Donc, l'idée, c'était vraiment de valoriser un savoir-faire, donc de mettre aussi en valeur le menuisier qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler sur ce genre de prestations. Mais du coup, c'est une plus-value pour l'entreprise et puis une plus-value esthétique là, pour ce projet. La photo suivante, c'est notre agence, donc à Poitiers. Donc on a investi sur un ensemble qui était complètement en ruine et donc par contre qui avait une belle enveloppe en pierre et une belle charpente en métal, mais qui ne répondait plus aux sections réglementaires. Donc, on a bien mis de côté en fait tous ces IPN, tous ces profils bien comme il faut dans la cour. Et en fait, on les a réutilisés au cours du chantier
pour en faire des épines de menuiserie. On avait des hautes menuiseries, donc comme épines de menuiserie, ou bien comme support acoustique. On a fait des marches aussi, des supports de rideaux. Donc voilà, et puis la slide suivante. Donc là, en fait, c'était tout ce qui était avant, c'était plus des détournements d'usage, en fait. Alors qu'ici, donc sur un projet à l'école 42, c'est un petit déplacement, mais pour un même usage, de maçonnerie de pierre. Donc la chance qu'on avait, c'est qu'on avait un projet juste à côté. Et donc, on a d'un bâtiment vers l'autre transféré une maçonnerie de pierre qu'on avait bien identifiée, donc numérotée, repérée, pour pouvoir ensuite les réintégrer sur le bâtiment d'à côté, qui lui en avait besoin. Nous, on n'avait pas forcément besoin de cette maçonnerie sur le projet de l'école 42. Mais du coup, le projet pour Extrabat, donc des locaux professionnels, des bureaux, on en avait besoin. Donc là, on a juste eu à les déplacer. Donc, ce qui tombait bien, c'est que le calendrier fonctionnait. Donc, on n'a pas eu trop à stocker dans un endroit ou un autre. Donc voilà, ce n'était pas un frein, le calendrier, ni le stock. Grâce au calendrier, ce n'était pas un frein, le stockage. Et puis, la slide suivante. C'est pour le coup l'école 42, donc le même bâtiment, où on avait repéré donc un parement en briques, donc au moment du diagnostic ressources, mais sur un bâtiment qui allait être supprimé. Donc on ne voulait pas se séparer de cette brique. Et du coup, donc on s'est aperçu que le mortier qui reliait les briques était vraiment mort. Donc, on a demandé à l'entreprise de stocker les briques soigneusement, de les protéger et les stocker, et pour les remonter ensuite sur le même bâtiment. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de in situ. On a fait un bâtiment vers l'autre, mais c'est vrai qu'on travaille vraiment principalement in situ. On fait des diag ressources pour chacun des bâtiments où on intervient, dès lors qu'il s'agit d'un bâti qui est existant, peu importe l'époque. Donc un diag ressources. Donc c'est vrai qu'on avait identifié pour l'école 42 la brique, aussi quelques mobiliers sanitaires. On avait du bois structurel aussi, donc des poutres en chêne qu'on a réutilisées, et puis aussi la pierre comme matériau. Après, donc ça, c'était quand même un chantier d'une certaine ampleur. Donc pour le projet de l'OPH, on a également fait un diag ressources. Mais en fait, voilà, il n'y a pas d'échelle pour le remploi. Toutes les échelles sont bonnes à prendre. Et du coup, je laisse la parole à Héloïse pour le projet de l'OPH. Du coup, Agathe, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci, Estelle. Donc, comme l'a expliqué Estelle, moi je suis collaboratrice à l'Atelier du Trait et je m'occupe essentiellement de la partie exécution. Donc, je prends la relève de la conception pour essayer de traduire au mieux les intentions du projet et les transmettre aux entreprises. Pour cette opération-là, des 4 logements sociaux avec l'OPH de l'Angoumois, donc il y a eu un diagnostic ressources qui a été fait et très tôt, la maîtrise d'ouvrage a accepté, adhéré complètement au projet de réemploi, donc qui avait été déjà ponctué dès le diag et puis à travers les différentes phases de conception. C'était quelque chose qui était systématiquement rappelé. Quand on arrive en chantier, le diag ressources, forcément, c'est un élément qui va nous servir de base de travail, puisqu'il va nous permettre de déjà repérer et arriver sur site et voir dans quel état et dans quelle quantité on imaginait récupérer les matériaux. L'information qui est aussi intéressante, qui est répercutée, c'est qu'on estime le pourcentage de pertes lors de la dépose, qui peut malheureusement varier entre le moment où le diagnostic a été établi et l'entrée en scène des entreprises sur site, typiquement dans le cas de ces logements avenue de la République à l'île des Pagnacs. On avait une couverture qui devait être changée. Il y a eu quelques années qui se sont passées entre-temps. Donc un plancher qui était prévu réemployé plus largement dans le cadre du projet. On n'en a gardé qu'un tiers finalement pour les habillages que vous pouvez deviner sur le garde-corps de l'un des bâtiments côté
cours intérieurs. Donc sur la diapositive que vous voyez là actuellement, vous avez 7 éléments de réemploi qui ont été diagnostiqués lors du diagnostic ressources et qui ont été sublimés, magnifiés en exécution par les entreprises. Tout n'a pas pu être récupéré, hein, tout ce qui avait été cité dans le diagnostic réemploi, soit parce que c'était quelque chose dont on n'avait pas poussé le réemploi en études, il n'y avait pas de besoin particulier, soit parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plus de pertes à la dépose que ce qui était prévu. Ce qui était un vrai plus quand on est arrivé sur chantier, c'était donc que la maîtrise d'ouvrage était déjà complètement une alliée dans le procédé. Les bureaux d'études aussi, que ce soit fluide ou structure, qui nous ont accompagnés. Donc, comme vous voyez sur ces photos, je vous ai parlé de 7 éléments. Je vous ai parlé du parquet en réemploi. Vous avez aussi les cassettes inox qui étaient initialement en façade, en habillage pour la devanture d'un magasin, qui ont elles aussi été réutilisées en habillage de garde-corps. Vous avez également donc les équipements sanitaires. Ce sont les lavabos que vous voyez, les éviers. Il y a également les portes, les menuiseries intérieures. Et le carrelage, effectivement, qui était présent, qui a été revalorisé. La faïence également, là, pour la petite anecdote, donc c'était, contrairement au montage d'opération qui a pu être décrit par nos confrères, sur cette opération, c'était bien le démolisseur qui devait déposer la faïence. Lui, il avait fait ça soigneusement, il a récupéré presque 90% de la surface. Simplement, le carreleur a rencontré plus de difficultés pour enlever les plots de colle derrière les carreaux de faïence qui étaient extrêmement fins. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur la slide, on a fait un petit clin d'œil. Estelle m'avait challengé si j'arrivais à remettre un petit peu de faïence dans le projet. Elle me payait une bière qu'elle me doit toujours. Néanmoins, voilà, c'était pour le petit clin d'œil. On est allé jusqu'au souci du détail à ce niveau-là pour cet élément-là. Peut-être brièvement pour vous parler de la mise en œuvre sur le chantier à proprement parler, je pourrais m'arrêter un petit peu sur les défis, les solutions qu'on a trouvées pour chaque cas de figure. Pour ce qui était du carrelage, en fait, le carrelage, il était scellé dans la dalle. Il était sur toute la largeur du bâtiment, sur une bande, vous aviez à peu près 1,80 m, quelque chose comme ça. Dans l'ancienne circulation, c'est ça, dans l'entrée des logements. Il y avait un escalier, on a déposé l'escalier, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de carrelage sous la volée d'escalier. Donc, ça a amené une réflexion sur l'emprise exacte qu'on gardait. Et on s'est limité à une emprise dans la salle d'eau d'un des logements. Une autre réflexion est venue par la suite. On n'avait pas forcément étudié plus que ça la conservation de ce carrelage vis-à-vis des évacuations. Et du coup, en chantier, avec les entreprises et le bureau d'études, on s'est penché sur la question et plutôt que de carotter le dallage avec le carrelage et potentiellement s'exposer à de nouvelles pertes, on a traité les évacuations dans le doublage que vous voyez donc là sur l'illustration de gauche, que ce soit pour le lavabo, pour le WC ou pour la douche qui elle a été rehaussée, histoire que vraiment on vienne dans le respect de l'existant et de l'ancien et qu'on ne l'altère pas davantage. Les plaintes ont dû être retirées puisque elles étaient amiantées et de la même façon, le doublage a pu jouer en notre faveur, en tout cas à cet endroit-là, et on a revalorisé le sol en l'appareillant avec des plantes d'un coloris similaire. Pour ce qui était des éviers, on a eu une autre problématique. Donc, dans cette opération, on a 4 logements. On avait 2 anciennes maisons transformées en 4 logements, dont un qui était adapté et un qui devait être rendu adaptable. Les éviers, on ne pouvait pas tous les réemployer dans les logements adaptés du fait de l'épaisseur de la céramique qui rendait inaccessible à une personne à mobilité réduite le dessous. Donc, on les a réemployés dans les logements qui étaient
non PMR. Et cependant, ils n'étaient pas compatibles avec l'ouverture des fenêtres non plus, parce que sinon, ça rendait, avec les allèges, on avait des fenêtres existantes, des baies, donc ça rendait le tout difficile d'usage. Donc, on les a mis en œuvre dans les logements adéquats et pas en face des fenêtres. Et le mobilier qui était prévu initialement dans le dossier ne permettait pas de reprendre les charges. Donc, on a travaillé avec le plaquiste sur quelque chose de très simple qui a été accepté par la maîtrise d'ouvrage sans aucun problème. Des carreaux de plâtre, des jambages en carreaux de plâtre avec une étagère. Après, c'est aménageable au loisir des différents locataires. Pour ce qui est des portes, donc il y a eu un repérage qui avait été fait dans le diagnostic ressources. Il y a d'ailleurs, au lancement de l'opération, on a fait une réunion thématique réemploi avec les lots concernés. Sur 9 lots, on en a 6 qui ont mené une opération de réemploi, que ce soit du secondaire. On a même eu le clos couvert. Alors, c'était pour des ferrures de volets. On a eu le gros œuvre aussi qui devait récupérer. On avait du plancher ourdi. Les poutrelles initialement étaient prévues réemployées. On n'a pas pu mener ce réemploi sur site jusqu'au bout à cause de la chape de compression. C'était devenu compliqué. Néanmoins, le gros œuvre qui avait été assez sensibilisé par notre discours a proposé lui-même de réemployer des poutrelles qui venaient d'un autre chantier. Elles ont servi à la terrasse au rez-de-chaussée, donc des 2 logements du rez-de-chaussée. Donc ça, c'était une chose. Et donc, j'ai parlé des portes. Oui, on avait sur la photo, vous voyez en bas à droite, les 2 dernières photos en bas à droite, vous voyez dans un premier temps une porte qui a été coupée en 2. Donc c'est une porte réemployée. On n'avait pas exactement la bonne largeur de débattement pour pouvoir accéder à la salle d'eau qui était jointive à la chambre parentale. Donc on a eu cette petite astuce en chantier de transformer la porte en 2 vantaux pour qu'elle puisse être réutilisée comme on le souhaitait. Et voilà, il y a ce petit clin d'œil visuel. On voit une porte quand elle est fermée. La faïence, je vous en ai parlé, je ne reviendrai pas dessus, c'est notre petit clin d'œil à nous. Et pour les lavabos en réemploi, c'est donc notre plombier qui a récupéré la plupart des lavabos. Même problématique que pour les éviers, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les utiliser pour du PMR dû à l'épaisseur de la vasque. Néanmoins, donc sur place, le gisement, on n'en avait pas suffisamment par rapport au logement non accessible. Mais le plombier qui avait été assez sensibilisé par notre démarche est allé en chercher sur un autre site. En fait, au niveau du tuilage de ces opérations, il avait des dépôts, un curage en cours dans une école. Et le design était assez similaire à ce qu'on avait trouvé sur place. Donc de lui-même, il nous a proposé de replacer ces équipements sur notre chantier, chose qui a été faite et qui a été fortement appréciée. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a dû avoir une adaptation au niveau de la robinetterie, puisque c'était des lavabos qui avaient à chacun comment dire, un robinet d'eau chaude, un robinet d'eau froide. Donc le mélangeur n'existait pas. On a travaillé ensemble pour essayer de trouver la robinetterie adéquate et on l'a assumée apparente. Donc que ce soit pour le siphon crevé ou pour le robinet. Le robinet. Voilà, globalement. Si je peux faire un petit retour d'expérience sur la mission menée, les vrais points positifs, c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui adhère au projet dès le début et qui du coup nous permet d'avoir un discours cohérent et commun auprès des entreprises, donc qui rallie plus facilement en fait l'ensemble des opérateurs à un but commun. Il y a eu vraiment un vrai travail d'équipe à ce niveau-là. Ce qui a été apprécié, c'est l'implication aussi des entreprises. On n'avait pas forcément travaillé les détails jusqu'au bout pour le réemploi, pour laisser un petit peu aussi l'entreprise apporter sa patte à l'édifice, sur sa contribution en fait dans la revalorisation. Donc les détails notamment pour le meuble en dessous de l'évier, pour la façon dont seront réintégrés les lavabos, tout ça, ça a été vu en chantier, en entreprise, avec les entreprises. Je pense aussi aux habillages des garde-corps. Nous, on avait
esquissé un principe dans le dossier des CE avec voilà, cette volonté visuelle d'avoir quelque chose de raccord avec les hauteurs de garde-corps. Néanmoins, il a fallu quand même qu'on se questionne sur comment on allait s'y prendre. On a eu des problématiques qui ont été apportées par les entreprises, le contreventement des cassettes inox pour éviter qu'elles claquent, notamment sur le garde-corps. Voilà, c'est des questionnements qu'on a eu en cours d'exécution et qui ont pu être menés jusqu'au bout, qui ont été validés aussi par le bureau de contrôle sur le principe, puisque ça n'altérait en aucun cas ni la structure, ni l'usage finalement des logements. Donc, c'était vraiment un travail collaboratif et participatif. Et on est assez content du résultat globalement. Si je peux émettre un point, on va dire, d'amélioration, c'est effectivement sur le laps de temps qu'on ne contrôle pas toujours entre l'élaboration du diag et la réalisation sur chantier. Malheureusement, on est tributaire et voilà, on a dû gérer cet aléa de chantier-là. Mais de toute façon, bah, on a su faire avec la matière première qu'on a pu récupérer, quoi. Ça n'a pas été un frein, on s'est adapté, comme on le fait à chaque fois pour le chantier. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce retour. David, je te laisse gérer les questions, peut-être. Je crois qu'il y en a eu pas mal. Oui, alors Jonathan, on n'a pas pu te laisser la question la dernière fois, donc là, ça vaut le coup de te laisser la main pour ça. Oui, alors c'est intéressant parce que la question se pose pour les 3 ateliers qui sont intervenus. Ma question, c'est est-ce que vous avez fait appel à des bureaux d'études réemploi pour vos diag ressources ou est-ce que vous les avez fait en interne? Et le cas échéant, est-ce que vous avez été formé ou est-ce que c'est vraiment de manière empirique au fil de votre expérience que vous avez développé votre compétence en diagnostic ressources? Nous, BE Réemploi, on en fait, on suit certains process, on forme des gens, des architectes à le faire. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir, vous, voilà, comment vous faisiez? Est-ce que vous l'aviez appris tout seul et fait vous-même? Est-ce que vous faites par un prestataire ou est-ce que vous vous êtes fait former à le faire? J'ai encore mon micro d'ouvert. On n'a pas de prestataire. On apprend au fur et à mesure. On fait des formations aussi. On est accompagné par des bureaux d'études aussi qui sont intéressés, qui sont sensibilisés. Et voilà, non, c'est au fur et à mesure, petit à petit, avec nos connaissances du bâti. Et je ne sais pas quoi dire de plus. Bah, c'est une bonne réponse, hein, voilà. Manon. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez eu des retours des locataires? Est-ce que la maîtrise d'ouvrage vous a parlé de ça? Est-ce que les locataires, ils sont sensibles ou pas du tout? Ça m'intéresse. Souvent, il n'y a pas ce retour d'expérience au moment exploitation, mais ça me semble intéressant. Alors, pas directement, on n'a pas eu de retour d'expérience, enfin de retour des usagers à proprement parler. Hormis sur l'aspect esthétique et le rendu global de l'opération, tout le monde est plutôt satisfait et ravi. Il n'y a pas eu par exemple, de GPA ou de soucis entre guillemets d'usage liés au réemploi de certains équipements sanitaires. Il n'y a pas eu ce genre d'expérience-là, en tout cas sur cette opération-là. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion de rééchanger par la suite avec les maîtrises d'ouvrage sur Je pense qu'on le saurait si ça marchait pas. ça, c'est sûr. Oui, en général, oui, dans ce sens-là, on le sait. Non, mais c'était plus au niveau du goût, du visuel. Ça peut être intéressant aussi parce que bah, là, c'est ce qu'on est en train de se dire. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre qui se lancent dans ces démarches-là, ils y sont sensibles, donc ça leur parle, mais peut-être que les usagers, c'est encore un public à sensibiliser parfois. Voilà. C'est pour ça que c'est bien quand la maîtrise d'ouvrage nous suit. Voilà. Important. Et là, c'était le cas. Super. Mathilde. Ouais, c'est sympa, merci. Je mets même ma caméra. Alors, au risque de répéter peut-être, mais en fait, sur le diag ressources, donc il a été codifié dans Repart 2, pour
ceux que ça intéresse. Il y a quand même toute la codification qui a été faite. C'est vrai que ça a été fait par des archis. Donc, je pense aussi que c'est facilement en fait utilisable par des archis. Et après, dans le cadre du projet SRBE, il y a un toolkit que je vous mets là dans la discussion. Et il y a même un tableau Excel qui est mis à disposition pour faire des diagressources. Voilà. Et c'est vrai que en fait, à la base, on trouvait, parce que du coup, j'ai participé à sa codification dans le cadre de Repart 2, que c'était facilement appropriable par les archis parce qu'ils avaient aussi cette capacité à voir les domaines d'emploi des matériaux et à les faire changer de domaine d'emploi. Penser qu'une porte pouvait devenir une façade, etc. Et que ça faisait aussi partie du nouveau métier de l'architecte que d'imaginer des nouveaux domaines d'emploi, des matériaux qui étaient mis à disposition dans le cadre de l'opération. Voilà. Merci. Merci Mathilde. Oui, n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit le collectif, etc., ou ODIS. Au niveau des ressources, il y en a un paquet. Je vais vous mettre d'autres liens, mais on vous en a mis quelques-uns dans la conversation. Et il y a beaucoup de choses qui sont disponibles maintenant. Si tu cliques dessus, ça va ouvrir. Tout à fait. Tu veux pense conclure, qu'on a Agathe? fait le tour. Déjà, merci à tous les intervenants. C'est hyper riche et c'était assez complémentaire. Je pense qu'on en refera. J'en parlais avec Brice Kester, on verra avec ODIS, mais je pense qu'il faudra qu'on fasse aussi un retour sur l'opération que je mentionnais là sur la caserne Pontachard à Poitiers, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer et pas mal d'outils qu'on aura testés. Là, c'est plus parce que c'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais j'ai aussi la casquette maître d'œuvre et en expertise économie circulaire. Mais j'essaie de séparer les deux. Donc, on fera ça aussi pour développer, peut-être montrer un peu la façon dont on a rédigé les choses, voilà, avec Brice Kester qui est présent ici. L'idée, en fait, c'était d'avoir une vue sur ce qui se fait, en fait, et je me répète un peu, mais ce qui n'est pas rendu forcément visible, mais pour montrer que c'est déjà intégré dans les pratiques. De toute façon, pour rappel, le réemploi de matériaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a juste toujours été fait, ça a simplement pas été fait les dernières décennies pour des raisons conjoncturelles, industrielles, économiques, enfin voilà. Ce qui serait intéressant, on va mettre l'adresse mail du collectif. Hop. Et là, je vais arrêter de partager. On va mettre l'adresse mail du collectif parce que, comme je vous disais, le 17 septembre prochain, on va faire des tables rondes où l'idée, c'est justement d'avoir un temps d'échange sur les acteurs professionnels qui travaillent en Charente. N'hésitez pas à envoyer en amont en fait, vos questions ou remarques ou interrogations diverses et variées pour qu'on puisse orienter les thématiques de travail en fonction. Donc, je vais vous mettre ça tout de suite. Je vois longue vie au réemploi. Parfait. On peut finir là-dessus, je pense. Merci à tout le monde et du coup, longue vie au réemploi, évidemment. Merci pour votre participation. À très bientôt. J'arrive pas. Merci. Merci.